Je m'appelle Christophe Lépine, je suis cofondateur d'une marque qui s'appelle Bleu de Paname qui a été créée en 2008 et d'une agence dont je suis le cofondateur également qui s'appelle Agency qui accompagne les marques dans la transition digitale et dans la transition aussi pour faire des produits plus propres, plus responsables en circuit court avec tout un tas de valeurs ajoutées, éthiques et engagées. Je suis ici aujourd'hui pour Veja, ce sont les portes ouvertes du studio Veja et on a parlé de la transparence à travers le produit et à travers les marques et quels étaient les enjeux et la limite de cette transparence. Majdouline Sbahi, je suis sociologue spécialisée dans l'environnement, je suis auteure d'un livre qui s'appelle Une mode éthique est-elle possible et je suis organisatrice pour Nordcrea des Fashion Green Days, Forum national de la mode circulaire qui a lieu à Roubaix. Alors, je suis venue parler de transparence dans le secteur de la mode. En fait, je suis venue parler aussi de mode responsable à l'invitation de Veja et de son Open Studio pour la Fashion Revolution. C'est de se poser ensemble la question de savoir comment on peut faire évoluer le secteur de la mode et de l'habillement. Et la transparence peut être un levier. Et on s'est demandé si c'était un bon ou pas un bon levier. Bonjour, je m'appelle Camille Le Gall. J'ai cofondé Fairly Made, qui est une société de sourcing éco-responsable. Donc aujourd'hui, je travaille à 100% pour cette cause. C'est vrai qu'aujourd'hui, la traçabilité, la transparence d'ailleurs dont on a parlé, c'est mon sujet du quotidien. Un moment fort aujourd'hui, la table ronde à laquelle j'ai participé et surtout vraiment le concept de l'Open Studio est absolument génial. J'avais participé l'année dernière et clairement, c'est un modèle que j'aimerais réorganiser quand moi aussi j'aurai autant d'employés que chez Veja. Bonjour à tous, très nombreux. Une ambiance un peu yoga. Je m'appelle Vincent Hedin, je travaille pour un magazine qui s'appelle Ouzbek Erika, qui est un magazine qui explore le futur. Et je pense que la raison de ma présence ici était pour mettre les intervenants à l'aise, puisque je suis probablement la personne la moins légitime au monde pour animer quelque chose sur la mode, vu que je ne connais absolument rien. Mais je suis quand même malgré tout ravi d'être là. Je me suis fait sponsoriser, c'est pas vrai, mais j'ai mis la marque des intervenants qui sont là. Alors, bon, comme ça a été précisé auparavant, ils vont se présenter eux-mêmes, ça ira beaucoup plus vite. La question à laquelle on doit répondre, c'est la transparence c'est une connerie. Enfin, je ne sais plus si c'est comme ça que ça a été formulé exactement. C'est un peu l'idée, non ? C'est un peu l'idée, mais évidemment, vous vous rendez compte que c'est déjà une première manière de répondre. C'est que sur vos réseaux sociaux, si vous communiquez sur la transparence telle une connerie, il y aura un problème, donc vous mettez un premier filtre, etc. Mais c'est un peu l'idée. Donc la transparence, c'est une valeur refuge aujourd'hui pour toutes les marques, notamment les marques de mode qui cherchent ainsi à saisir grand nombre de consommateurs qui sont en quête de sens, en les attirant, en leur disant qu'eux sont transparents et eux ont des pratiques éthiques, mais on va essayer de répondre dans l'heure et demie de ce panel, et évidemment en vous laissant la parole, en se demandant si c'est une bonne idée. Intuitivement on dirait que oui, mais quand on y réfléchit 2 secondes, la transparence absolue, c'est du fascisme. Je vous rappelle que quand on se dit qu'on n'a rien à se reprocher, c'est pas grave d'être sur écoute, et que donc, dans ce cas-là on peut être transparent sur sa vie privée, ce sont les méthodes de la Stasi. Depuis ça a été transposé à Facebook, mais c'est quand même un peu la même idée générale. Alors l'entreprise fait un petit peu exception parce qu'on peut se dire qu'elle n'a pas les mêmes intérêts et qu'elle a intérêt à tout montrer. Ce qu'on va voir, enfin ce que j'espère Guilain nous dira, c'est qu'on ne montre jamais vraiment tout, on n'est jamais dans cette espèce de... Je suis désolé parce qu'il est un petit peu tard donc pour mon cerveau. Si on faisait une analogie, la différence entre la transparence et l'opacité, c'est la même qui existait en fait entre l'érotisme et la pornographie, et il y aurait donc une attitude extrêmement pornographique à être parfaitement transparent. J'arrêterai l'allégorie ici, je laisserai Guilain continuer parce que je sens que c'est un sujet qui l'intéresse. Et du coup, on va essayer de répondre à 2 questions, puisqu'au fond, il y a toujours un locuteur à la base qui s'interroge sur la transparence en mettant en avant soit des chiffres, soit des images. Et donc on va s'interroger sur est-ce que chiffrer c'est tromper et est-ce que montrer c'est tromper. Donc pour en parler de ça, on a avec nous respectivement Camille Le Gall qui a fondé Fairly Made. Tout à fait. Made comme fait et non pas comme pas comme The Handmaid's Tale, pas une servante. Jusque-là j'ai bon, non ? Tout à fait. Ouais, Christophe Lépine qui a fondé Bleu de Paname, donc j'en porte, donc c'est la preuve que c'est une bonne marque. Et désormais tu as monté CCCC Études, donc une résurgence du Parti communiste si j'ai bien compris. Voilà. Et donc tu conseilles des nouveaux acteurs pour qu'ils s'engagent sur la voie de la transparence et de la responsabilité. Exactement. À tes côtés, Majdouline Sbahi, sociologue, spécialiste de l'environnement et surtout auteur d'un ouvrage intitulé Une mode éthique est-elle possible ?
auquel tu donnes une réponse qui est « ça dépend ». C'est un petit teaser pour faire en sorte que les gens achètent le livre. Hein. Et enfin, François Guinin-Morillon, qui a fondé les baskets Veja. Voilà. C'est ça? Bah tiens, je vais commencer avec toi, si tu veux bien. Je veux bien que tu veuilles bien. Donc Veja, évidemment, fondé en 2005, ouais. Sur un principe de très grande responsabilité, puisque on y reviendra après dans nos interactions avec Camille. Quand tu étais parti en Chine faire des audits sociaux dans ta vie précédente avec Sébastien Kopp, tu t'es rendu compte que les entreprises n'étaient pas nécessairement toujours extrêmement vertueuses dans la manière dont elles traitaient leurs salariés, leurs sous-traitants et dans la manière dont elles considéraient la planète. Et tu t'es dit qu'il fallait faire mieux et donc vous avez tout déconstruit. Enfin, vous connaissez tous l'histoire de Veja, donc je ne reviens pas dessus. Mais ce qui a changé l'an dernier, c'est que vous êtes allé voir un garçon qui s'appelle Alexandre Drachet, qui a fondé un site qui a fondé une entreprise de communication qui s'appelle Upian, et il t'a dit on va faire un grand site où vous allez vous raconter et être parfaitement transparent. Et ton premier réflexe a été de regimber et de dire que c'était pas une bonne attitude à adopter. Est-ce que ça veut dire que tu as peur de la transparence? Non, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que j'étais peut-être, et c'est pour ça aussi qu'on a choisi, c'est moi qui parle de ce sujet, parce que je ne suis pas forcément un taré de la transparence en tant que tel, et qu'en fait ça dépend un petit peu de ce qu'on a à raconter aussi. Mais ce qui est intéressant à raconter avec Alexandre, donc on rencontre pour faire un site internet, qu'est-ce qu'on va raconter? On va essayer de suivre finalement la logique qui a été la nôtre quand on a fait Veja, et qui a commencé quand même par un voyage, par des rencontres, par aller sur le terrain, voir ce qui se passe, et essayer de faire en sorte que la personne qui se connecte sur notre site, elle puisse vivre d'une certaine manière ce voyage. Et tu disais, il y a des chiffres et il y a des images, et nous on est allé encore, on a donc utilisé des chiffres, donc avec des données chiffrées, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des repères sur les coûts de fabrication, sur les salaires, sur combien gagnent les gens qui font les chaussures qu'on porte. Mais on a aussi besoin de vivre l'expérience. Et là où j'étais pas forcément au début convaincu, c'était que, c'est la forme actuelle du site d'ailleurs, finalement j'ai été convaincu, mais au début c'était, il a dit mais en fait la meilleure manière pour quelqu'un de rentrer sur votre site, c'est de vous écouter. Et donc on s'est prêté à l'exercice et on a donc raconté l'histoire de Veja. Donc il a fallu évidemment la réécrire quelque part. Donc là on touche un premier truc de la transparence qui est évidemment une certaine mise en scène, c'est-à-dire que on montre ce qu'on a envie de montrer. Donc c'est quand même une première limite, mais qui fait partie du sujet finalement. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on montre? Comment on le montre? Et là, je trouve que là où il a été malin, et finalement au début j'étais un peu sceptique, mais c'est, vous allez nous raconter Veja. Pourquoi? Parce que Veja, c'est pas que des faits, des chiffres, des labels qu'on peut commander comme ça. Et si on veut rentrer dans la pratique, c'est pas nous qui avons été voir une usine en disant est-ce qu'on voudrait fabriquer des chaussures avec du tissu écologique et du caoutchouc comme ça. Non, nous on a fait la logique inverse. On est allé chercher des petits producteurs de caoutchouc, chercher des petits producteurs de coton, chercher un filateur, chercher un tisseur, chercher une usine, et on a réuni tout ça. Et c'est pas la même chose, c'est pas la même expérience de création, et c'est pas non plus du coup la même expérience qu'on veut transmettre à la personne qui se connecte sur notre site et qui voit qu'il y a tout un cheminement en fait. Voilà, je sais pas si j'ai déjà perdu tout le monde, mais c'est qu'en fait c'est une histoire un peu compliquée à raconter, et que finalement la meilleure manière de la raconter, c'est de la raconter de manière sensible, donc avec nos voix, pour que les gens se rendent compte du chemin qu'on a fait pour arriver à ça. Et alors, est-ce qu'il y a des mots à employer dans la transparence qui te font sentir plus authentiquement vrai que d'autres marques? C'est-à-dire, comment est-ce que, à l'oreille, par exemple, je peux savoir que tu es plus sincère sur tes convictions écologiques qu'une marque de basket concurrente à 3 bandes qui promet qu'elle va sauver la planète en recyclant les déchets des mers? Eh bien, je pense que c'est un engagement physique en fait, c'est-à-dire c'est le fait de se déplacer, d'aller concrètement construire cette histoire, de ne pas juste aller acheter du fil certifié, mais d'aller rencontrer les gens qui sont à l'origine du projet. Et c'est ce qui, alors au début c'était uniquement nous deux qui nous promenions comme ça pour aller chercher
chercher et rencontrer les gens qui font. Aujourd'hui, c'est nos équipes. On a 20 personnes au Brésil qui, tous les jours, sont soit dans les usines, donc au quotidien. Donc, si vous avez des problèmes sociaux dans une usine, si vous y êtes tous les jours, vous vous en rendez compte. Évidemment qu'il faut un audit social qui est quelqu'un d'extérieur qui va de temps en temps regarder comment ça se passe et qui va regarder là où nous on ne regarde pas forcément, les comptes, les relevés d'heures supplémentaires, les choses comme ça. Mais le fait de s'impliquer physiquement, je pense que ça c'est une vraie différence entre nous et tu parlais d'Adidas. C'est finalement quand on va travailler avec du polyester recyclé, on ne va pas s'arrêter au vendeur de fil. On va dire mais tu l'achètes où ton fil, enfin ton polyester, et on va aller voir l'usine qui recycle les chaussures, et on va aller voir la coopérative qui ramasse les bouteilles. Enfin, on va essayer de remonter tout ce fil-là, et je pense que ça change, parler d'authenticité, ou en tout cas la légitimité du propos. Moi, mais si je peux juste rebondir sur ce que tu dis, là où je te rejoins, et ce qui est assez rigolo et que je vis en ce moment très régulièrement, c'est que le fait justement d'être sur le terrain, alors je ne sais pas si on peut appeler Veja encore aujourd'hui une start-up, parce que je pense que vous n'êtes plus vraiment de l'ordre de la start-up. On n'a jamais vraiment été. Mon Dieu, bon, okay. pas de ça chez nous. Mais ouais, ok, excuse-moi. Bon, on va dire une jeune entreprise qui démarre et qui en veut, je ne sais pas comment on peut appeler ça dans un terme positif. Le but c'est que ce soit positif. Mais en tout cas, les gens qui sont sur le terrain, donc les industries locales, aujourd'hui commencent à voir les gros. Justement, ce sont les petites boîtes qui ont défriché les nouveaux marchés, les choses propres, les choses difficiles à faire. Et aujourd'hui, ils voient les gros qui commencent à se tourner, à venir les approcher pour faire justement du propre. Et le premier réflexe, c'est justement, et c'est là qu'on se dit, il y a peut-être une petite bataille quand même qui se gagne. Alors bien sûr, il y a toujours la bataille de l'argent à un moment donné qui va jouer. Et c'est jamais facile pour ces gens-là qui ont aussi besoin de vivre, à quelque niveau qu'il soit, parce qu'aujourd'hui, les industriels, enfin tout le monde veut travailler. Mais en tout cas, ils commencent aussi souvent, le premier réflexe, c'est de refuser les gros en disant « Attendez, vous n'allez pas récupérer le travail des gens qui ont mis les pieds, des pionniers qui ont commencé. » Et ça, je trouve que c'est souvent une première petite victoire de résultat. Alors, on va continuer le premier tour de table avec toi, Camille. Donc, je disais, donc Guilain et Sébastien s'étaient rendu compte en Chine qu'on pouvait avoir des usines flambant neuves avec des jolies machines, mais que quand on insistait un peu très lourdement, et Sébastien peut être très insistant et très lourd, pour ouvrir la porte du fond, on voyait que les salariés de l'usine travaillaient dans des conditions plus que vétustes, avec une espèce de grand trou au milieu qui leur servait à la fois de toilette et de salle de bain, et puis des baraquements où ils dormaient à 12 dans 2 lits superposés. Et donc évidemment, s'il y avait un audit social qui avait lieu dans cette usine, ils n'auraient pas obtenu la certification ++. Toi, c'est un peu en voyant ça que tu t'es dit que tu voulais créer avec ton associé Fairly Made. Oui. Peut-être raconte-nous comment ça s'est passé, en sachant que toi à l'époque tu vivais en Asie et que ton associé était chez H&M, ce qui donne pas à la base les meilleures chances de faire des audits très vertueux. Ouais, alors pour resituer un petit peu, donc nous on a cofondé Fairly Made, qui est aujourd'hui une société de sourcing et de confection éco-responsable, avec Laure, donc mon associée qui était acheteuse chez End User Stories. Et alors oui, en effet, en venant de parcours assez différents, donc chez H&M pour Laure et pour ma part plutôt un bagage luxe, puisque j'étais chez Vuitton d'abord et ensuite chez Chanel, et que j'ai vécu en Asie, à Hong Kong précisément. C'est un peu en prenant du recul sur l'industrie dans laquelle on évoluait qu'on a voulu sourcer, en tout cas retrouver les meilleures usines, les plus engagées. Et c'est en commençant d'ailleurs en Asie, donc en Chine plus précisément, qu'on a rencontré les premières usines avec lesquelles on voulait travailler. Donc l'idée, et surtout c'est pour ça que c'est incroyable qu'on soit là aujourd'hui chez Veja, c'est que tout à l'heure on m'a demandé quel était le terme que je donnais à Veja en termes d'adjectifs pour les qualifier. Je pense à l'exemplarité parce que Veja était quand même la première marque à creuser un petit peu ce qui était une filière, en tout cas sur un monoproduit qui est la chaussure, à remonter une logique de confection, ensuite de tissage, d'assemblage et même donc de ressources premières. Et nous, c'est un peu dans cette logique-là qu'on s'est aussi rapproché de zones de sourcing comme l'Asie, parce qu'en fait, en y réfléchissant de plus près, on a trouvé de la matière, des filateurs, des tisseurs, des usines de teinture et des ateliers de confection qui permettaient d'avoir dans un seul et même pays des chaînes de production complètement traçables, donc qui permettaient d'identifier aujourd'hui ce qu'on appelle les usines de rang 1, 2, 3 et 4, ce qui est aujourd'hui extrêmement rare dans l'industrie. Donc nous, pour l'instant,
D'abord, pendant 2 ans, on a établi des filières donc traçables avec justement tous ces acteurs-là, depuis le filateur, le tisseur, l'atelier peinture et l'atelier de confection, dans les sourcings asiatiques qui correspondent aux matières avec lesquelles on travaille. Donc le coton biologique, le coton recyclé, les écoviscoses pour l'Inde et le cachemire, la laine et le bambou pour la Chine. Je perds un petit peu le fil de ta question. Sur les audits. Oui, sur les audits. Guylain, il a rappelé l'importance de l'implication physique. Ouais, et des gens, avec ton associé, c'est absolument intangible, puisque vous ne conseillez pas aux entreprises d'aller dans des usines que vous n'avez pas plusieurs fois visitées, et même si elles ont une demande importante, vous y retournez avec elles pour vous assurer que c'est toujours cachère. Exactement. En fait, ce qui est hyper technique. non, mais ce qui est hyper important, et ça, les usines aussi, à l'inverse, la transparence, c'est quand même c'est double face. C'est-à-dire qu'on offre une transparence au consommateur parce qu'il va avoir une visibilité sur les usines, mais on offre aussi aux usines la visibilité de ce qui se passe, en fait, le produit quand il sort de l'usine, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va faire et à qui il est destiné. Et en fait, le fait d'être en usine et de choisir les usines avec lesquelles on travaille, en connaissant les directeurs des usines, en passant du temps avec eux, ça nous permet aussi, on a des certifications avec lesquelles on travaille et qui justement valident les différentes étapes, parce que chacune des certifications est très experte à ces différents niveaux. On parle toujours donc de 3 grandes étapes: l'approvisionnement de la matière, la transformation de cette matière et la confection. Et donc nous, en plus de ces différentes certifications qu'on agrège, on a un volet éthique qui est hyper important pour nous, qui est de connaître ces gens-là et d'aller régulièrement donc, dans les usines. Voilà. Et sur la question initiale qui était est-ce que chiffrer c'est tromper ou est-ce que montrer c'est tromper, forcément les marques avec qui tu bosses, elles sont engagées dans une démarche dont on ne va pas remettre en cause la sincérité s'ils travaillent avec toi, mais ils ont évidemment envie de communiquer là-dessus et de dire à leurs acheteurs, vous avez vu, je suis dans une démarche vertueuse. Du coup, quels sont les indicateurs les plus faciles pour montrer qu'ils sont dans une démarche vertueuse? Alors avant ça, en fait, je voulais revenir sur l'intro parce qu'au moment où on en parlait, j'avais l'impression d'être dans un roman d'anticipation parce qu'on parle de transparence en déjà se posant la question si ce n'est pas une tromperie. Mais en fait, aujourd'hui, très peu de marques sont transparentes. Enfin, si on va sur le site, j'aimerais qu'on puisse couvrir ce numéro-là de noms de marques qui communiquent sur la transparence de leur supply chain, etc. Mais aujourd'hui, on en a très peu. Et même s'il y en a beaucoup qui veulent le faire et qui commencent, on est encore... je trouve pas encore au niveau de se poser la question de est-ce que la transparence est une tromperie ou pas. Mais voilà, moi j'ai plutôt une vision utopique de la chose et bienveillante de dire que oui, il faut ouvrir justement les portes de ce qui se passe. Si les usines sont là et avec lesquelles on travaille et qu'on est fiers de travailler avec elles, il faut prendre justement ces images-là et pouvoir les amener de manière lisible et digeste au consommateur final. Mais ouais, moi je suis pour la transparence, complètement. En même temps, c'est compliqué d'être contre, sauf quand tu es une banque familiale, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quand même une pression sociale aujourd'hui où on veut avoir davantage de transparence, mais évidemment, du coup, les entreprises en l'occurrence les entreprises de mode, vont donner au goutte à goutte ce qui est le plus facile à mettre en avant. Non ? Ouais, mais j'ai envie de dire, c'est déjà ça. C'est déjà bien au moins de montrer ce qui est bien fait. Je pense notamment au secteur du luxe aussi qui est hyper secret sur ce genre de thématique. Déjà dévoiler des savoir-faire et permettre aux gens de comprendre qu'un manteau c'est 15 heures de broderie et que l'ensemble des pièces ont elles-mêmes nécessité des métiers ATC différents, des ateliers de confection différents. Ça, faire comprendre aux gens le temps passé sur un vêtement, mais qu'on parle d'ailleurs de Chanel ou de chez Veja, le temps de confection d'une chaussure. Enfin, tout ça, les gens aujourd'hui n'en ont pas du tout conscience. Le nombre de mains et le nombre d'heures passées sur un vêtement, c'est clairement pas suffisamment lisible et digeste, en tout cas pour le commun des Pour faire progresser la transparence, il faut d'abord faire progresser le niveau d'information des consommateurs. Ouais, exactement. Et de lisibilité. Christophe n'est pas d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer? Non, si, je suis d'accord. Simplement, ce que je dirais, c'est qu'en tant qu'entreprise, ça coûte aussi très cher de communiquer et de pouvoir mettre à disposition toutes les informations dans une explication limpide, compréhensible. Il faut vraiment faire des efforts importants qui, d'ailleurs, pour beaucoup d'entreprises, ne sont pas totalement acquises. C'est acquis de la génération actuelle, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises en place qui ont du mal à le faire.
ils ont besoin de pôles digitaux, marketing, de communication qui sont vraiment au top de ce qui se fait, et ce n'est pas forcément le cas des entreprises les plus établies. Alors, tu as cofondé le Paname, Tout à fait. ta belle marque, et désormais tu as décidé d'aller évangéliser, comme on dit en bon français, les entreprises à l'importance de la responsabilité, de la transparence aussi. Est-ce que tu penses que les entreprises, en fait il faut des scandales pour que la transparence avance et pour que tes entreprises se bougent? On sait très bien, parce que ça a été rappelé en ouverture, que le Rana Plaza a bougé les acteurs de la mode, que les photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux de, je ne sais plus si c'est LVMH ou Vuitton, je fais tout le temps, mais enfin, c'est ceux qui gavent les renards pour avoir beaucoup plus de fourrure, derrière les poussent à avoir une démarque relativement éthique vis-à-vis de la bientraitance animale. Est-ce qu'on est obligé d'attendre qu'il y ait un scandale, ou est-ce qu'on peut espérer que ce soit plus vertueux en amont? Je pense qu'on est, malheureusement, je ne dirais pas qu'on est obligé d'attendre un scandale, mais malheureusement, c'est ce qui, à un moment donné, ce qui fait la demande, c'est le consommateur. Ce qui fait que le conso va générer de la vente et donc du besoin et du business en amont, c'est que effectivement le consommateur est sensibilisé, et malheureusement il n'y a que des gros phénomènes comme ça qui font qu'à un moment ça va plus loin sur le marché et ça descend à une échelle plus importante, et qu'on ne reste pas dans des marques de niche, parce que tout ça, malgré tout, il ne faut pas me le dire, c'est quand même souvent tous les business propres, c'est des efforts en plus pour des entreprises de marge en moins. Donc ce que je veux dire, c'est que partir au fond dans des business complètement propres, alternatifs, c'est déjà d'entrée dire on va gagner un petit peu moins d'argent, ou on va devoir investir beaucoup plus au départ, on va devoir prendre beaucoup plus de risques au départ. Donc il faut en être conscient de ça. Donc il faut aussi que ça ne reste pas un marché de niche et que le conso soit informé. Donc oui, malheureusement, je pense que mais les choses sont en train de changer. Je pense que les consos, on le voit, il y a quand même une vraie demande. Moi, je vois par rapport à il y a 10 ans, moi, avant Bleu, je travaillais pour Nike. J'ai travaillé 7 ans pour Nike. Donc c'était vraiment l'archétype de la, je ne vais pas en parler longtemps, mais de la grande entreprise, où tout était justement à l'époque complètement caché, on ne disait rien. J'en ai vraiment eu marre de ça. Mais en tout cas, en 2008, il n'y avait absolument rien. Il y avait Veja. Moi, à l'époque, j'avais été très inspiré aussi par American Apparel, qui disait faire localement aux États-Unis, mais il y avait personne. Il n'y avait absolument personne. Par rapport à aujourd'hui, moi, pourquoi j'ai fait cette agence? Donc, tout simplement, j'ai énormément de jeunes et d'entreprises établies qui viennent me chercher en me disant « Attends, tu sais faire du Made in France, et puis est-ce que tu sais faire aussi du circuit court? Est-ce qu'on pourrait éventuellement trouver des solutions ?» Les gens viennent nous chercher, énormément de jeunes. J'ai une demande par semaine d'entreprises, de start-up. Désolé si c'est péjoratif le terme start-up, mais j'appelle ça comme ça, qui a envie, en tout cas qui a une vraie volonté de le faire, qui est conscient qu'il ne gagnera pas les marges nécessaires d'un x8 que fait une marque standard, et qui a une vraie volonté de faire les choses bien, de le montrer. Donc oui, je pense que les choses, elles sont vraiment en train de changer, qu'il y a une vraie demande, et les marques, les grosses marques, de toute façon, les chiffres sont en train de baisser pour la plupart, à part certains cas exceptionnels du luxe. Mais la plupart ont quand même des chiffres qui baissent et se rendent bien compte que s'ils ne vont pas vers ça, ils n'arriveront pas à remonter les chiffres. Donc c'est une des seules opportunités. Donc pour moi, les choses sont quand même positives et les gens sont quand même très ouverts à tout ça. Et alors sans nous dévoiler évidemment tes arrières secrets de cuisine, c'est-à-dire en étant toi-même opaque, quels sont les premiers conseils que tu leur donnes en termes de transparence? Est-ce que tu leur dis il faut d'abord que vous communiquiez sur vos ateliers, sur la façon dont vous traitez vos salariés ou sur votre filière? C'est un petit peu comme Guilain déjà. Bon, ce que je fais beaucoup pour les boîtes avec lesquelles on travaille, je pense à des gens comme le Slip Français ou même Veja, je travaille aussi avec eux sur du textile pour centre commercial. C'est d'aller sur le terrain. Donc moi je fais ce tampon-là, un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure aussi. Je fais beaucoup ce tampon-là parce que j'adore ça et que je pense que c'est aussi là où je fais la différence, parce que je sais parler aux industriels, je sais les convaincre, je sais leur mettre les bonnes personnes ensemble. Mais c'est déjà de reconnecter tout simplement, c'est-à-dire combien de boîtes aujourd'hui fabriquent avec des gens qui ne savent même pas qui, comment, ils n'ont aucune conscience de ce qui se passe. Je veux dire, c'est complètement... c'est un peu comme quand on mange des choses, quand on achète un beefsteak, quand on voit, enfin je fais une parenthèse, mais quand on voit un enfant aujourd'hui qui voit du sang dans une... ça m'a choqué, j'ai vu un enfant l'autre jour dire à sa mère « Maman, il y a du sang dans le beefsteak.
du G20. Dire, bah oui, évidemment, c'est de la viande, chérie. Ah d'accord. Donc en fait, ça veut dire qu'on est tellement complètement coupé, dissocié de l'origine du produit, et c'est vraiment le cas des marques avec le textile. Dire, la plupart ne savent pas comment c'est fait, où c'est fait, dans quel compte, qui s'en fiche. Enfin, bon, encore une fois, c'est en train de changer. Donc tout ça pour te dire que oui, donc j'évangélise pas, mais en tout cas, les conseils que je donne, c'est d'aller sur le terrain, d'y mettre de l'humain avant tout, et puis d'y mettre de la transparence et d'informer. Alors, c'est pas la peine de trop en faire quand on n'est pas. Le problème de la communication, c'est que, et c'est pour ça que les marques ont peur, c'est qu'on se met en avant et on dit. Il faut quand même savoir qu'on est quasiment dans la première industrie polluante au monde. Le textile, c'est la première industrie polluante au monde, il faut le savoir. On dit toujours la deuxième. Bon, là, c'est en train de devenir la première. Donc, tout ce qu'on fait de mieux, c'est déjà pour améliorer. Donc, il faut le savoir. Donc, à partir du moment où on prend la parole, on se met devant tout le monde et on dit, allez-y, voilà, vérifiez ce qu'on dit. Donc, c'est vrai que ça fait peur. Parce que les backlash, ils vont très vite. C'est Michel et Augustin qui avaient un peu fanfaronné sur les vertus de leurs bons produits faits maison, avant que quelqu'un apprenne à décrypter les ingrédients et de se rendre compte qu'en fait, E237, c'était l'huile de palme. Et derrière, le bad buzz avait été relativement violent. Ouais, mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors Michel et Augustin, c'est effectivement un très bon exemple. C'est une start-up au départ. Je ne connais pas exactement l'histoire du début, mais c'est une start-up qui, à un moment donné, pour se développer, doit lever des fonds. Alors, ils auraient pu faire autrement. Il y en a qui trouvent d'autres moyens, mais en tout cas, pour aller assez vite, il faut lever des fonds, et pour se développer, il faut lever des fonds. Le fonds, à un moment donné, prend la main et dit maintenant, on va mettre des process industriels et on va faire comme ça. Et vous possédez plus votre marque. Donc aujourd'hui, sincèrement, est-ce que les deux de Michel et Augustin, comme les deux de Ben & Jerry's à l'époque, sont encore dedans? J'en suis même pas sûr. Est-ce qu'ils ont encore des parts? Peut-être. Aujourd'hui, mais effectivement, ça n'a plus rien à voir avec ce que ça a été dans le modèle de départ. Et on va finir le panel avec Majouline, mais juste pour clôturer là-dessus, par rapport aux entreprises que tu conseilles, est-ce que ça veut dire que la transparence a une taille? Et qu'en fait, au-delà d'un certain seuil, il n'est plus possible de transparence? Parce que tu as pris le cas de Michel et Augustin qui se sont fait racheter par un fonds, et à partir du moment où ils ne maîtrisent plus physiquement l'intégralité de la chaîne, c'est là où ils se font avoir. Ça, le consommateur ne le sait pas en plus. À un moment donné, pour eux, c'est toujours la même... Je ne sais pas s'ils se font avoir. À un moment donné, ils l'acceptent. Donc ils peuvent aussi dire non, on ne changera rien. Donc ils l'ont fait, mais le consommateur n'en est pas conscient effectivement. Attends, redis-moi ta question, excuse-moi. Est-ce que la transparence a une taille? Est-ce que sur un groupe mondial, tu peux vraiment, si tu repenses à tes anciennes activités, est-ce que Nike pourrait décider demain d'être pleinement transparent? Moi je crois que oui. L'exemple de Nike, Nike ne veut pas parler de fabrication, mais même pas forcément parce que c'est crade. Mais parce que de toute façon, ce n'est pas du tout le discours. Le discours, c'est sur le produit qui va te rendre plus libre, après avec des arguments marketing qui sont très loin de la réalité finalement. Et du coup, on va vraiment être dans un marketing qui prend beaucoup de place. Et finalement, l'attention faite à la production, elle a disparu, mais même comme intention. Donc c'est pour ça que réparer une boîte comme Nike, je pense qu'il faut mieux en créer une autre finalement. C'est sûr. Et puis il y a un autre truc, c'est le sourcing, c'est-à-dire de dire aujourd'hui combien de boîtes n'ont pas envie de communiquer parce qu'ils n'ont pas envie de partager leur sourcing. Ils n'ont pas envie qu'une autre marque puisse venir prendre. Moi je l'ai vécu avec Bleu, alors aujourd'hui je ne suis plus dans cette approche-là, mais avec Bleu quand on a commencé, on ne voulait pas qu'on trouve les usines. C'est-à-dire qu'on se disait comment on va faire pour communiquer mais qu'on ne sache pas en même temps où c'est fait. Parce que sinon un tel va venir et l'énergie qu'on y a mis, on n'avait pas envie de la partager. Pour nous c'était à nous. Donc, je veux dire, donc c'est quand même très non mais c'est vrai, c'est toujours très délicat. On n'a pas envie de se faire piquer ses idées, donc c'est pas simple. C'est pas simple. Majouline, d'abord, merci d'avoir été patiente. Ensuite, c'est très bien, je m'en régale. Hein, avant de peut-être un commentaire sur ce que tu as entendu avant de relancer. J'aurais 1 milliard de choses à dire. Je vais essayer de les hiérarchiser. Non mais moi je pense que alors je vais essayer de dire ce qui me semble l'essentiel, c'est que la question de l'information des consommateurs, elle a surgi dans l'espace public de manière très forte, violente, parce qu'il y a eu des scandales sanitaires, des scandales autour de la sécurité, etc. Et donc c'est souvent des lanceurs d'alerte ou des contre-pouvoirs qui ont été à l'origine du surgissement de ces questions. C'est-à-dire que ce n'est pas les réglementations qui ont d'elles-mêmes été proactives pour protéger les gens, en quelque sorte, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont lancé l'alerte
que d'un seul coup, la législation, les réglementations se sont saisies de l'impératif d'informer les consommateurs sur la composition des produits, etc. Et j'avais du coup, parce que je trouve intéressant toujours de faire un pas de côté en regardant ce qui se passe dans d'autres secteurs, le premier secteur c'est le sanitaire, la santé. Quand on a encore récemment sur le prothèse mammaire, on a eu Irène Frajon avec le Mediator, et on peut citer un nombre comme ça incalculable de situations où la législation est arrivée après. Et aujourd'hui, il y a des organismes qui sont là pour réglementer, contrôler, etc., vérifier que ce qu'on donne aux consommateurs n'est pas nocif pour leur santé, ne serait-ce que de ce point de vue-là. Et on voit qu'il y a toujours des défaillances qui entraînent une défiance, d'ailleurs, chez les citoyens par rapport aux entreprises. Aujourd'hui, le taux de confiance des entreprises selon les différents baromètres, en gros, il est toujours en dessous de moins de 50%. Et très souvent, il est plutôt autour de 25%, parce qu'évidemment, les questions ne sont pas toujours formulées pareil, mais globalement, on a une défiance. L'autre exemple aussi, de toute façon, l'économie de marché mondialisée, alors là, j'ai dit un gros mot, mais en fait, c'est pour résumer ma pensée. Forcément, avec des entreprises qui sont mondiales, avec des relations avec plein de pays du monde, etc., peuvent échapper à la réglementation aussi, parce que c'est impossible de réglementer. Par exemple, je reprends l'exemple des compositions de produits, il y a la directive REACH qui vise à fixer des seuils dans ce qu'il y a dans les produits qui entrent dans l'Union européenne. On pourra en parler pendant des heures, mais on voit que dans des reportages télévisuels, on voit des faux certificats qui circulent, enfin voilà, et on voit que finalement il y a des trous dans la raquette de ce type de contrôle. Un autre exemple, c'est la finance. La finance, c'est une association Watch Transparency qui se lance dans une démarche pour dénoncer l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. Et la réglementation arrive après en disant il faut que les banques françaises disent où elles ont des relations avec des États non coopératifs, c'est-à-dire des pays où il n'y a pas de transparence bancaire et on ne sait pas ce qui se passe avec l'argent qui est mis dans ces pays. Et donc on voit finalement que cette question de la transparence, c'est aussi une question de la loi, une question de la réglementation, et que souvent ça vient après l'émergence publique, dans l'espace public, enfin des scandales qui obligent à agir. Et concernant l'industrie de la mode, je dirais qu'on est un peu dans les mêmes sujets, où aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu le scandale du Rana Plaza qu'aujourd'hui il y a une exigence aussi qui commence à voir le jour, en tout cas qui émerge fortement des consommateurs. Et moi je dirais pas qu'il faut... La transparence, je suis pas très à l'aise avec ce mot, parce que je trouve que la transparence pour moi c'est plutôt un mot quand l'État demande aux entreprises de faire des rapports de situation comparés sur l'égalité femmes-hommes en regard du droit du travail, il est dans son rôle. Et si les gens ne remplissent pas leurs obligations légales, ils vont passer, il y a des démarches qui sont des démarches qui relèvent de la loi. Et la loi, la justice, elle est en capacité de vérifier l'intentionnalité des gens. Est-ce qu'ils ont véritablement voulu mal agir? Est-ce qu'ils sont responsables? Pourquoi ils l'ont fait? Et ça se passe dans les tribunaux. Placer le citoyen en jury populaire en permanence notamment grâce à la communication multicanaux des réseaux sociaux, je trouve que c'est toujours compliqué. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où on peut faire des procès d'intention tout le temps et finalement pas toujours savoir lire les informations. Parce que pour moi, l'information qui est donnée, elle doit permettre aux gens de pouvoir décider de la manière dont ils vont agir, consommer, soutenir ou pas tel ou tel type d'entreprise de manière éclairée. Et d'ailleurs, ça revient à la définition que fait Rousseau. Alors là, je vais sortir les grands mots, mais désolé. Je vais très vite, hein. C'est vrai que la notion de transparence vient aussi de ça, c'est-à-dire que pour Rousseau, dans le contrat social, il dit ce qui fait d'un citoyen un citoyen, ce qui va permettre aux citoyens d'être vraiment des citoyens, de pouvoir délibérer, voter en conscience, c'est d'avoir des informations et de pouvoir se les approprier. Et on n'est pas toujours capable de lire les informations parce qu'elles sont techniques, parce qu'elles sont compliquées, etc. Donc je suis un peu dans cette idée que le minimum pour une entreprise de mode, là je prends le cas d'une entreprise de mode, c'est d'avoir cette traçabilité, pas la même chose, de sa chaîne d'approvisionnement, son sourcing, et d'être capable de dire le vêtement que je vends dans le magasin, il vient de tel endroit, il a été produit comme ça, etc. C'est la base du métier. Ça demande, ceci dit, et c'est ce que tu disais, une autre approche, parce qu'aujourd'hui, comme c'est Sébastien aussi qui le disait tout à l'heure sur la répartition des marges, comme on a désinvesti, je suis très longue, hein,
1 milliard, j'ai dit. Comme on a désinvesti d'une certaine manière, quand on a dans les années 90 séparé la fabrication de la distribution, je caricature, hein, excusez-moi, en gros on a sous-traité, forcément on a investi, dans les pays du Nord restent les sièges, la communication, le marketing sur les produits de mode et d'habillement, et donc progressivement on désinvestit, l'argent va surtout sur ce volet-là, et le reste représente sur la marge, sur la structure du prix d'un produit, beaucoup moins. On parle des 0,6% pour le travailleur, moins de 10% pour les entreprises qui fabriquent. Et donc ça demande à réinvestir dans la fabrication aussi, c'est-à-dire se réapproprier toute sa chaîne d'approvisionnement, réinvestir dans l'évolution de cette chaîne d'approvisionnement, etc. etc. Ça, c'est l'étape d'après, mais la base déjà, c'est de la connaître. Et c'est vrai que pour un consommateur qui va dans un magasin acheter un vêtement, demain, il sera tout à fait absolument nécessaire et normal que ces informations soient détenues par l'entreprise. Après, la façon dont elle les met en scène, la façon dont elle communique dessus, c'est encore un autre sujet. Et l'exigence de transparence en est encore un dont j'ai parlé juste avant en disant je ne sais pas comment, parce que je vais affiner ma pensée, après j'arrête, c'est que pour faire de la mode responsable aujourd'hui, en vérité, il faut faire de la mode circulaire. Il faut qu'on limite la nature. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette ce qu'on a dans notre placard, qu'on allonge la durée de vie des produits qu'on a dans notre placard, qu'on les répare, qu'on les upcycle, qu'on fait tout ce qu'on veut avec. Quand on a un nouveau besoin, idéalement se tourner vers le seconde main, parce qu'il n'y a rien de plus écologique qu'allonger la durée de vie d'un vêtement. Et puis après, on se tourne vers des marques de mode pour compléter sa garde-robe, et on va essayer de trouver celles qui ont soit les plus engagées, bien sûr, etc. Mais si on prend la décision de choisir la mode responsable, dire je vais choisir celle qui communique mieux sur et la plus transparente, c'est pas ça choisir la mode responsable, c'est tout ce cercle par exemple. C'est pour ça que je parle de conscience et de conscience élargie de l'ensemble des problématiques et pas juste du cas où je suis devant mon ordinateur et où je trouve très séduisant excuse-moi, moi j'étais déjà, mais où je trouve très séduisant de me dire je vais choisir ça parce qu'ils ont très bien communiqué sur leurs engagements et que ça me donne bonne conscience. Non, c'est une vraie conscience élargie j'espère que je vous ai pas perdu. Enfin, moi, non. Mais si j'ai compris, la dernière partie, c'est qu'il ne suffit pas d'être transparent, ça dépend un peu de ce qu'on a à raconter finalement. C'est-à-dire que la transparence pour la transparence, c'est pas une fin en soi, quoi. C'est-à-dire que si c'est être transparent sur une filière de Golas, c'est pas intéressant. Le fait d'être transparent n'est pas un point positif forcément. Alors je vais préciser ma pensée, c'est que pour moi, l'exigence minimale, c'est pour les entreprises d'aujourd'hui au XXIe siècle, c'est la traçabilité, de savoir où est fait le produit. La façon dont ils communiquent, c'est toujours le problème. Chacun va faire comme il peut pour pouvoir donner les informations aux consommateurs. Il va y avoir de plus en plus d'exigences réglementaires, comme l'affichage environnemental, par exemple, sur les produits de mode et d'habillement. Ça, c'est l'affaire de la loi. Et après, je dis juste que la transparence Je vais prendre un autre exemple. Prenons un exemple, la filière nucléaire. Un sujet bien polémique. non. Mais imaginez demain on vous dit oui c'est super, nos centrales sont HQE et tout ça, allez continuer à consommer. N'adhérez pas à ENERCOP mais continuez à consommer de l'énergie issue du nucléaire. Est-ce que ça suffit à un citoyen pour décider de sa façon de consommer? Non. Pour moi, il faut avoir tout en tête. La question de la sécurité, la question des déchets, la question... Et c'est en ça que je fais une différence. C'est-à-dire pour moi, bien sûr qu'une marque, elle peut avoir une stratégie, évidemment, je l'ai redit, traçabilité, transparence, mais quand on veut choisir la mode responsable, parce qu'on est en pleine fashion révolution, les sujets qu'il faut aborder pour pouvoir comprendre ce problème-là et agir dépassent simplement ce que peut proposer une marque. Et juste question ouverte à tous les trois, mais ce qu'on voit bien dans ce que tu dis, c'est que la transparence et la traçabilité sont des sujets qui sont conjoints mais qui se rejoignent pas toujours, et qu'au fond, on peut faire une confusion entre les deux, c'est-à-dire qu'on peut dire par exemple que nos vêtements sont fabriqués en France alors qu'en réalité une grande partie des produits qui ont été sourcés à la base n'étaient pas là et que c'est juste l'assemblage. Donc qu'est-ce qui vous paraît être encore des points faibles en termes législatifs? Ça a été montré magistralement par un garçon qui s'appelle Jean-Baptiste Mallet dans l'Empire de l'Or Rouge à propos de la tomate. C'est qu'en réalité vous pouvez avoir des tomates qui viennent d'Afrique, qui repassent par la Chine et puis au dernier moment
Elles sont débarquées dans le sud de l'Italie où on les piétine et où on les met en boîte et du coup il y a marqué Made in Europe. Donc là on voit bien effectivement la très grande faiblesse de la législation par rapport à la transparence. Est-ce que vous, il y a une loi qui vous permettrait d'accélérer la transparence pour faire en sorte que voilà, quand je vais acheter un vêtement, je sais vraiment où il a été fait et s'il est responsable ou non? Non? Je peux, mais de toute façon, le terme Made in France, déjà, de toute façon, il n'est pas clair. Et ça fait longtemps que ça dure. À l'époque, je me souviens c'est en 2012-2013, il y a Montebourg qui avait essayé un petit peu de faire bouger les choses. Alors, ils ont créé Origine France Garantie. Mais bon, il faut payer, c'est assez cher, donc toutes les marques ne peuvent pas se le permettre. Donc moi j'aime bien, en même temps je trouve ça gênant de devoir payer. Pardon. Non, vas-y, non, et donc voilà, mais en tout cas, effectivement, avec un Made in France, on n'a aucune garantie, puisque il y a 2 lois en vigueur sur le Made in France. Il y en a un qui dit que, personne n'est d'accord d'ailleurs dessus, il y en a un qui dit que c'est la dernière opération qui doit être faite en France. Et l'autre qui dit que 51% ou 50,01% de la valeur du produit doit être d'origine française. Et alors à partir de là, sachant que le coût du tissu est forcément plus bas en Afrique qu'en France, donc forcément la valeur de ce qui est français est facile d'obtenir plus de 51%. Donc on peut vite se retrouver avec quelque chose qui est 80% pas français et qui est made in France. Techniquement, c'est très possible. Donc il faudrait déjà clarifier ça. Le problème, c'est que ça ne se fera pas tant que les gros qui en profitent, c'est les groupes de luxe. Donc, Guilain, quoi j'ai aucune idée de loi, mais en tout cas, ce que j'adore avec, tu parlais du livre sur la tomate, c'est qu'avec ce genre de connaissances, et donc là on rejoint totalement Rousseau, avec ce genre de connaissances, on se réapproprie le monde en fait. C'est-à-dire que après, quand on va acheter sa sauce tomate, et ben on va passer 2 fois puis on va dire mais non en fait, c'est pas. Et du coup on va se dire mais non mais je vais la faire, je vais aller au marché, attends ça va être du Rungis, attends il y a un truc, la Roche qui dit oui, nanani. Et en fait l'intérêt de tout ça c'est exactement d'avoir des informations et en fait d'avancer. Et du coup de se réapproprier le monde, de comprendre comment le monde marche. Il n'y a rien de plus excitant que ça. Oui, mais avoue qu'il n'y a rien de plus complexe aussi, parce que je ne sais pas s'il a été finalisé le Yuka de la mode, mais par exemple tout le monde avait mis en avant Yuka en disant c'est merveilleux, ça pousse les consommateurs à être vertueux, etc. Parce qu'ils scannent et d'un coup ils savent si c'est gras, salé, etc. Sauf qu'en réalité tu n'as pas l'empreinte carbone du saumon, enfin je veux dire ça répond à un certain nombre de critères et donc là pour le coup ça répond à la question liminaire. Chiffrer c'est évidemment trompé. Oui, mais d'ailleurs, il ne faut pas défendre un truc ou un autre en particulier, mais je pense que tout ça participe au fait qu'on a une meilleure compréhension d'un monde qui a accéléré. C'est vrai que quand on voit la boîte de sauce tomate, on ne s'imagine pas qu'en fait c'est un truc de chinois ou qui est passé par l'Afrique. Là, nous, on s'intéresse à l'élevage au Brésil. On essaye de remonter la filière, on se rend compte que c'est hyper compliqué et des trucs qu'on n'imaginait même pas. Qu'en fait, les veaux, ils sont élevés à un premier endroit et ensuite ils sont terminés entre guillemets à un autre. Et finalement, plus on tire, plus on voit que c'est compliqué. Il y avait un film génial, le cauchemar de Darwin, sur le perche du Nil, la perche du Nil en Afrique, où tout s'imbrique. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est de découvrir tout ça. C'est de ne pas être juste consommateur en fait. C'est d'avoir accès à ces informations et ensuite de pouvoir faire un petit peu, construire le monde dans lequel on a envie de vivre à partir de cette connaissance. Toi, ça t'inspire? Bah oui, non, mais complètement. Mais par rapport à ce que tu disais sur l'aspect législatif, aujourd'hui, ça paraît absurde aussi qu'une marque ne soit pas en connaissance du tisseur ou du filateur qui lui a fourni à l'origine sa matière. Et en fait, nous, c'est aussi ce combat-là qu'on mène, c'est de dire à tous les acheteurs qu'on rencontre, parce que c'est nos interlocuteurs principaux, mais voilà, voyagez avec nous au travers de ce qu'on va vous raconter, de là où nous, les usines auxquelles on a accès, et d'absolument, une fois que vous avez cette donnée en brut, nous on leur confie, donc c'est-à-dire l'information sur le filateur, le tisseur, l'usine de teinture et la confection. Faites-en ce que vous voulez, mais au moins gardez-la cette information et ayez un système de traçabilité déjà en interne pour conserver ces informations-là. Et ensuite, charge à vous de la traduire. Et pour te répondre sur le UK de la mode, il y en a plusieurs, mais ceux qu'on connaît bien, c'est Close Parency qui se sont lancés donc, il y a un petit peu plus d'1 an et demi. Je pense que c'est un sac de nœuds pour elles aussi, en l'occurrence, parce que c'est 2 cofondatrices, c'est de se dire quel est le prisme que j'adopte demain pour avoir un système linéaire de
gradation pour avoir un vêtement qui soit, quelle que soit la marque de ce vêtement-là, aligné en termes de valeur, d'impact environnemental, etc. Donc c'est très compliqué pour elle et c'est très compliqué pour ce genre de boîte d'établir justement des systèmes de marquage. Après, une fois que les marques auront toutes ces informations sur les filateurs, comme le disait Majouline, d'avoir un impératif de traçabilité, en tout cas de connaissance de tous les acteurs qui ont travaillé sur la production d'un vêtement ou d'une boîte de sauce tomate, ça permettra au moins de donner en effet aux consommateurs toutes ces informations-là. Pour revenir sur la première intervention de Guilain qui était sur son site et le fait de vraiment montrer à voir ce qui se passe pour montrer la complexité du monde et comme ça a changé, on est tous, même quand on est bien élevé, ouvert et bienveillant, plein de stéréotypes. Et c'est vrai que moi, quand tu me dis que tu fais des audits sociaux dans les usines en Chine, mon premier réflexe, c'est quand même de me dire que c'est pas le pays qui respecte le plus le droit du travail. Je sais que les syndicats ils sont interdits. Et donc comment est-ce que je peux être certain que parce que tu es mon intermédiaire et que je t'ai payé parce que tu es allé visiter l'usine, etc. Tu ne me payes pas. Non, moi la marque, mais comment est-ce que je peux être certain que du coup ça va vraiment respecter ce qui a l'air d'être pour l'instant une minorité dans le pays? Alors la Chine a quand même pas mal évolué, donc c'est pas le pays des droits de l'homme, mais clairement c'est... Et en termes de réglementation environnementale, ils ont beaucoup d'avance par rapport à d'autres pays. En termes de retraitement des déchets, en fait aujourd'hui, un des plus gros impacts de l'industrie, c'est aussi traitement des déchets, que ce soit les déchets chimiques utilisés à tous les niveaux, traitement du fil, traitement de la matière, teinture de la matière, ennoblissement, et déchets donc de découpe. Il y a en moyenne 10-15% de chute de déchets quand on découpe un vêtement. Ça, c'est un premier point sur lequel la Chine a mis un accent fort. Le social, c'est plus compliqué. Après, nous, on est dans un prisme hyper démocratique qui considère que le citoyen doit être engagé politiquement. Eux, c'est pas spécialement le cas. Et après, charge ensuite au consommateur de décider de ne pas consommer chinois si ça ne lui correspond pas en termes de malheur. Après, en termes de bien-être au travail, de nombre d'heures effectuées, de conditions de travail, pour le coup, pour visiter des usines régulièrement et pour être sur le terrain, c'est des conditions qui sont complètement respectables. Il y a maintenant pas mal de trucs qui se mettent en place aussi avec des systèmes d'application sur lesquels justement les ouvriers sont indépendants et peuvent traduire aussi ou leur bien-être ou leur mal-être, enregistrer leurs heures de travail, et ce que ça permet aussi d'avoir des informations sur combien de temps ils travaillent en usine, comment ça se passe un peu dans les coulisses de ces usines-là. Voilà. Alors, on va ouvrir la parole à la salle, évidemment, pour respecter la promesse introductive. J'avais une dernière référence bibliographique, et puis après on arrêtera là-dessus, mais il y a une anthropologue qui s'appelle Julia Mencicchieri qui a fait une monographie qui s'appelle « Le plus beau métier du monde », qui raconte les coulisses de la mode. Et c'est assez passionnant. Et au fond, ce qu'elle dépeint, alors j'espère que ce n'est pas le cas chez Veja, c'est qu'il y a une espèce d'omerta généralisée qui du coup est une espèce d'antidote naturel à la transparence, c'est qu'on n'a même pas besoin de ne pas montrer, les gens d'eux-mêmes se censurent. Et au fond, ce que Mencicchieri montre, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas payés parmi les photographes et surtout les mannequins, parce qu'on leur fait miroiter que plus tard, ils auront des grands avantages. Ce que je veux dire, c'est que même quand on décide de montrer beaucoup de choses, il reste toujours des éléments où les acteurs d'eux-mêmes se censurent sur des pratiques qui ne seraient pas 100% vertueuses. Qu'est-ce qui me donne l'assurance que chez vous, au-delà de ces locaux, au-delà de vos baskets, parce que ça c'est sur le site, la manière dont vous traitez vos salariés et vos sous-traitants, effectivement, parce que vous aussi vous avez des photographes, vous aussi vous avez des mannequins que vous shootez pour vos boutiques, comment est-ce que je peux être certain que vous les traitez bien? C'est une bonne question, et c'est vrai que finalement ça rejoint, dont je parlais tout à l'heure, le côté un peu magique de la mode, avec des trucs qui font qu'on n'a pas vraiment besoin de savoir pourquoi les marges sont très élevées, mais parce que c'est un truc de luxe, tu comprends? Il y a un truc un peu magique qui attire le désir. Et nous, ces questions-là, on se laissait poser dans un deuxième temps par rapport à la fabrication, c'est vrai. Quand on a commencé à avoir des équipes, en fait, où on a commencé à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait pour notre électricité, pour nos bureaux, est-ce qu'on est exemplaire, c'est-à-dire est-ce que l'intention de départ, elle est aussi respecter le nombre de stagiaires. Comment on met les stagiaires? Ouais. Est-ce qu'on en prend beaucoup, pas beaucoup? Et comment vous les payez? En chaussures. En chaussures? En chaussures, évidemment. Non, là, c'est... Les stagiaires. Non, on a payé les stagiaires directement. C'est-à-dire que quand on commence déjà, c'était pas obligatoire.
de payer les stagiaires et on n'a jamais eu de stagiaires non payés. Après, est-ce que c'est facile de vivre avec 500 € à Paris ou 700 ou même 800 quand on est stagiaire? Pas forcément. On peut demander à Solène qui est juste derrière toi. Voilà, après, on n'a pas les solutions à tout et c'est vrai qu'on ne peut pas payer les stagiaires au niveau des salariés. Mais non, la meilleure preuve, c'est d'en parler avec elle. Enfin, ça serait que Solène. En toute transparence. Ça va, Solène? Elle est à l'aise là. En fait, eux, ils sont sur un autre principe de disruption, on va dire, c'est-à-dire de ne vendre qu'en direct. Donc, ils n'ont pas la marge du distributeur. Donc, en fait, ils mettent surtout en avant leur prix pour le faire comprendre aux clients qu'ils économisent parce qu'ils n'achètent pas ça dans un revendeur. Enfin, j'ai l'impression que c'est la logique qui a été d'ailleurs reprise après par plein de marques comme Maison Standard en France. Enfin, chaque pays a un peu son Everlane et je pense que c'est très intelligent comme business model d'avoir du coup zappé un intermédiaire. En l'occurrence, nous, on vient d'un système qui est un peu plus ancien où on a encore on fait du wholesale, donc on revend à des intermédiaires. Donc nous, c'est vrai qu'on a plus voulu mettre l'accent sur ce qui différenciait une Veja qui n'est donc pas ce point-là. Everlane est différent de notre vêtement parce qu'il zappe l'intermédiaire du revendeur. Et donc nous, ça a été plutôt de se différencier sur de montrer en tout cas à la personne qui s'intéresse à Veja ce qui va être différenciant chez Veja, c'est-à-dire les matières premières. Donc c'est sûr qu'on va plus raconter l'histoire des matières premières qu'un Everlane qui n'a pas de travail particulier là-dessus. Donc la différence de coût liée aux matières premières, la différence de coût liée à la fabrication, ce qu'on a essayé de montrer de façon un peu anecdotique peut-être en montrant sur notre site un devis qu'on a fait pour la fabrication d'une paire de Veja, de la même paire de Veja en Chine. On s'est rendu compte que c'était 5 fois moins cher, donc c'était pour expliquer notre modèle économique. Donc c'est vrai qu'avec Veja, on a une histoire qui est assez complexe, qui est un peu difficile à réduire de façon aussi linéaire en fait. Je sais pas si c'est... Non mais c'est pas tout à fait la question. Je crois que les Everlane, ils mettent le nom de leurs usines de production. Nous, on met tout sur l'usine. Mais même pas. C'est-à-dire qu'on met là où elle est, la ville où elle est, si tu regardes bien sur le site, ça y est. On met les études sociaux qui sont téléchargeables en ligne. On met le salaire des ouvriers. On met le résultat des audits sociaux, les contre-audits sociaux, etc. Mais on ne met pas le nom. Le seul truc qui manque, c'est le nom de l'usine. Parce qu'on est dans un business assez violent et qu'aujourd'hui, c'est moins le cas. Aujourd'hui, on va pouvoir se le permettre. Mais hier, il suffisait pour Nike ou pour Adidas de faire ça et on était mis dehors. On a eu déjà des menaces, etc. On a été mis dehors en une demi-heure. Et du coup, on se protégeait. Donc c'était là, c'est une limite de la transparence de Veja. On se protégeait de ça. Maintenant qu'on est un client très important de cette usine-là, on va pouvoir mettre le nom et l'adresse de l'usine. Mais c'est vrai qu'on a, comme Christophe le disait, on a omis juste le nom et tout. Oui, on l'a même barré sur le social, c'est pareil. Il y a une question c'est ça, j'avais pas. C'est intéressant dans le truc sur la transparence, c'est-à-dire que nous aussi, tu vois, on a tout mis sauf le nom. Après, elle est trouvable en si tu tapes sur Google, si tu mets Factory et la ville, tu la trouves. C'est pas non plus. Pas de pédo. Je vous remercie pour cette réponse parce que je voulais justement poser la question avant votre réponse sur la seuil entre la transparence et la naïveté. Justement pour les jeunes créateurs qui peuvent risquer tout le travail dur que vous avez bien expliqué, de recherche, de prototypage, de tests. Moi, par exemple, je suis ici, je viens de Brest. Je suis créatrice de la marque Baguette conçue surtout pour les femmes au travail. Donc il y a une cause spécifique sociale et une concession éco-responsable sur la création. Je connais d'ailleurs Dr Frachon qui a travaillé beaucoup. On a vécu la période dure de l'affaire Mediator. Et j'ai lu récemment
marque. Donc, je ne sais pas si vous pouvez peut-être nous dire un peu plus sur cette précédente entre une jeune entreprise de mode éco-responsable contre un géant le vendeur chou. Ça, je vais laisser Sébastien répondre, parce que il s'est occupé du dossier. Toujours entre le poids que nous avons comme des jeunes créateurs ambitieux dans cette industrie de mode éthique vis-à-vis des géants, des risques aussi derrière, et les limites de la transparence. Nous, depuis le début, on dit quand même qu'on travaille avec des producteurs de coton bio au Brésil, qu'on travaille avec des producteurs de caoutchouc au Brésil. Et pour le coup, on a déjà eu le cas d'une marque allemande qui s'est intéressée de près à nos producteurs. À l'époque, on a eu un peu peur. En fait, il ne s'est rien passé. Ils ont fait une visite où ils ont fait des promesses. Puma, ils ont voulu faire des t-shirts et des baskets comme nous pour les JO, pour la Coupe du Monde, je crois. Enfin bon, ils n'ont rien fait en fait. Et ils ont visité, ils sont allés voir les usines avec lesquelles on travaillait, ils ont visité l'Amazonie, le coton, et ils se sont dit ok les gars, en fait, non, on va pas le faire, c'est trop compliqué, beaucoup trop compliqué, hors de notre champ de compétences. Et pour rebondir juste sur ta question sur Everlane travaille avec les mêmes usines que H&M, Zara, COS, etc. H&M, Zara, COS, ils mettent leurs usines aussi sur leur site. Mais le vrai problème, et chose qui n'a pas été abordée dans le débat, c'est celui de l'opacité. C'est-à-dire qu'on peut mettre, quand on est H&M, etc., Zara, on peut mettre 100 usines. Mais est-ce que tout est fait dans ces usines-là? Ça, c'est la première question. Parce que le vrai débat de la transparence, c'est aussi le vrai débat de l'opacité. Et que souvent, il y a une usine témoin pour les grandes entreprises de fast fashion. Une usine où on dit on produit là, l'usine a 10 000 pièces à produire par jour, par mois. Une grande marque lui donne 100 000 pièces à produire, sachant que cette usine ne produit que 10 000. Donc forcément, elle va tertiariser, elle va sous-traiter ailleurs. Et la grande marque sait que dans l'opacité, il y a aussi beaucoup de profils. Ne pas savoir là où on produit, ne pas contrôler là où on produit, c'est aussi laisser faire des usines qui ne sont pas forcément clean et qui ne sont pas forcément répertoriées. Finalement, c'est de laisser aller la prod là où ça va être moins cher, ça ne va pas être forcément sécurisé, etc. C'est ce qui s'est passé au Rana Plaza en 2013. Il y a plein de marques qui ont découvert qui produisaient là-bas. Parce qu'il y avait des usines qui avaient pris les commandes et qui avaient sous-traité à des usines pas sécurisées, qui bossaient dans des conditions craves, etc. Donc, c'est toujours la limite de la transparence. Est-ce que 100% des Véja sont produites dans l'usine ça, pour nous, la seule manière de le savoir, c'est ce que je disais au tout début, c'est d'avoir des gens sur place. Parce que c'est notamment dans la couture, c'est l'opération de la fabrication de chaussures qui peut être tertiarisée. Et on l'a déjà vécu dans certaines usines où il y avait des problèmes de couture et on se rendait compte qu'en fait les trucs étaient cousus parfois même chez des gens. Et du coup, en tout cas c'est des pratiques qui sont communes, qui sont courantes. Et donc là, nous on a choisi, du coup, en grandissant, on choisit des usines qui font toute leur couture sur place et tout. Mais ça c'est uniquement en étant sur place qu'on peut se rendre compte. C'est vrai que si on passe une commande comme ça à distance, à un agent ou même en direct, parce qu'on peut sans aller vérifier, on ne s'en rend pas compte de ces choses-là. Donc 100% des Véja produits dans une, deux, là maintenant on bosse avec 2 et on va bosser avec 3 usines au Brésil. Et du coup Primark a décidé d'en faire d'autres. C'est inspiré. Oui, là c'est un peu différent de l'histoire de Puma. Mais c'est vrai qu'à l'époque où on a eu cette histoire de Puma, on était petit, on avait 3 ans d'existence. On a quand même flippé, quoi. On s'est dit, là pour répondre, il y a une vulnérabilité, vous appelez une naïveté. C'est vrai qu'on s'est dit, mais alors, en fait, après, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué pour eux. Donc, on était protégés par cette complexité. Mais en effet, il y a une certaine vulnérabilité d'être petit sur un marché où il y a des gens qui sont très puissants. De l'usine ou le nom de l'usine, ou vaut mieux juste avoir un peu de recul pour protéger au moins les vulnérables, les petits marques qui peuvent être peut-être un peu plus vulnérables. On va changer les règles du jeu, on va grouper les questions parce qu'il y a plein de mains qui se lèvent et on m'a dit que ça allait finir vers 6h, donc je les note au fur et à mesure, posez vos questions puis on répondra à vos préférés. Alors moi j'ai 2 questions. La première elle serait peut-être plus pour Camille.
qu'aujourd'hui, parce que voilà, on est entouré de marques qui sont nées dans l'éthique, qui sont nées dans la transparence et qui fait partie de votre ADN, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un exemple qu'on peut donner d'une grande marque qui n'est pas née dans cet ADN-là et qui fait vraiment des actions vers la transparence et pour lesquelles c'est pas du greenwashing, c'est pas du bullshit, il y a de vraies actions concrètes qui sont opérées. Donc, est-ce qu'il y a un bon player, un bon exemple? Et ma deuxième question, elle serait peut-être plus pour Lina, par exemple. Vous ressentez quoi si demain, quand vous voyez des gens qui portent des Véjas qui n'ont potentiellement aucune idée du concept et de la transparence qu'il y a? Parce que, alors, de mon point de vue, pour moi, c'est une vraie victoire. Ça veut dire que vous avez atteint un niveau de qualité du produit qui est équivalent sur le marché avec des produits et un sourcing totalement différent. Mais bon, sur le domaine de la transparence, du coup, qui est totalement occupé par le consommateur, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit ça? Il y en avait une là, depuis le début que Vous avez déjà répondu. Vas-y. J'avais deux questions. La première, c'était sur le fait, on parlait de montrer et de cacher. Comment, quand une marque décide de communiquer sur sa transparence, donc c'est quand même pour une valeur ajoutée au consommateur, un intérêt par rapport au consommateur, comment on assume le fait qu'on n'est pas parfait? Parce qu'on parlait de marques nées dans cet ADN-là, et encore plus ceux qui sont en transformation, on va dire, vis-à-vis d'un consommateur qui devient hyper méfiant. C'est une prise de risque pour la marque de dire je décide de communiquer là-dessus, mais en même temps je ne suis pas clean à 100% parce que personne ne peut l'être. Comment on communique là-dessus ou pas, avec quel ton? Je pense qu'il y a peut-être un sujet d'humilité aussi dans le ton, qui me semble un peu important pour être crédible vis-à-vis du conso. Et la deuxième question, c'est sur tous les enjeux environnementaux et sociaux. La mode, elle rassemble quand même beaucoup d'enjeux, c'est très complexe. Comment une marque qui décide de faire de la pédagogie là-dessus s'y prend pour que ce soit lisible pour le consommateur, parce que c'est juste méga compliqué de savoir en tant que consommateur faire un arbitrage le plus positif possible entre un impact de circuit court versus autre chose, de l'eau, de la pollution. Voilà, c'est des belles questions. Vas-y. Très rapidement, aujourd'hui pour éclairer les consommateurs, il y a des audits évidemment, et il y a aussi des certifications qui existent, environnementales et sociales, notamment aux États-Unis. Il y en a une qui s'appelle B Corp, qui commence à arriver en France. Est-ce que vous, en tant que marque, aussi bien déjà que Paname, vous souhaitez y souscrire? C'est assez lourd. Et est-ce que ça a un véritable intérêt? Aujourd'hui, il y a une volonté de faire des chaînes de valeur courtes. Et est-ce que Fairly il conseille également de manufacture et de sourcing un petit peu en son Europe, Moyen-Orient, etc. Ou est-ce que c'est vraiment qu'en Asie? Parce qu'on a envie en fait de revenir un petit peu au Portugal, même si c'est pas complètement made in France. Portugal, ça se développe énormément au niveau manufacture. Est-ce que Fairly aussi conseille ça un petit peu de réindustrialiser, de faire revenir en partie la production En local. Bon, là et là, et puis on va déjà répondre à tout. Vas-y. Parce que là, c'est Bon, d'accord. On prendra après, je vous ai vu. Alors, un exemple d'une grande marque a vraiment changé. En fait, c'est compliqué parce que je pense que quand c'est pas viscéral et quand c'est pas dans l'ADN de la marque au départ, c'est très compliqué d'y revenir. Je vais citer une marque qui sont les Galeries Lafayette sur leur marque en propre, qui est donc l'équivalent aujourd'hui qui existe, qui s'appelle Go for Good, qui est une excellente initiative qui tend à s'élargir parce que, donc pour redonner un petit peu d'historique, les Galeries Lafayette a une marque en propre qui développe. En 2016, ils ont lancé Fashion Integrity en disant ok, quelles sont les filières aujourd'hui disponibles depuis la filature, donc pareil, toutes les étapes de production. Ils ont trouvé du jersey, donc coton et de la laine. Ils se sont arrêtés là et quand en 2018 ils ont lancé vraiment l'initiative Go for Good à plus large échelle qui concerne également les marques distribuées au sein des Galeries Lafayette, ça leur a donné un petit peu un coup de boost et ils ont développé beaucoup plus largement la gamme qui s'appelle aussi Go for Good, donc pour laquelle nous on fabrique et qui là est hyper exigeante avec un cahier des charges très lourd sur la confection, le tisseur, les teintures et donc les filatures. Donc bon exemple. Et qui fait tache d'huile parce que là aujourd'hui voilà, ils se rendent compte qu'au départ c'était objectivé sur 10% de leur marque en propre et maintenant ça s'élargit beaucoup plus. Ils en sont à combien? Je sais pas exactement, je pense qu'ils ont dépassé les 10%, ils doivent être à peu près à je sais pas 12, enfin tout à fait à 15%. Guilin, il y a eu un tweet l'an dernier qui avait beaucoup tourné où on voyait Emmanuel Macron avec Brigitte Macron arborer les Véjas, ça a forcément
booster vos ventes et c'est pas forcément des gens qui ont acheté des Véjas dans une démarche de transparence sociale et environnementale. Qu'est-ce que tu fais quand tu vois des macronistes avec des Véjas? Est-ce que tu les aimes quand même? Est-ce que c'est quand même un succès pour toi? Je sais pas si c'est pour répondre en fait à la J'ai question. un tout petit peu détourné la question, mais enfin c'était l'esprit quoi. Non, c'était comment est-ce que tu fais quand tu vois des gens qui portent des Véjas mais pas du tout pour les valeurs que Non, vous mais portez? d'ailleurs la réponse était déjà dans la question parce que évidemment il y a plein de gens qui achètent des Véjas sans savoir, sans connaître, ou alors en connaissant un tout petit peu, mais c'est pas grave en fait. Nous on n'a pas du tout comme mission d'évangéliser ou quoi que ce soit. On s'est fixé comme mission de fabriquer des baskets intelligemment. Et ensuite, que les gens le sachent au fur et à mesure, tant mieux, ou qu'ils ne le sachent pas du tout, c'est pas grave. Mais pour nous, c'est un supplément d'âme qui vient à un moment donné dans la connaissance du produit, si on s'y intéresse. D'ailleurs, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'au début déjà, je pense qu'il y avait 0,5% des gens qui savaient ce qu'il y avait derrière, même pas en fait. Ça a commencé comme ça, on est né comme ça. Aujourd'hui, il y a peut-être 10% des gens qui achètent des Véjas qui savent ce qu'il y a derrière. C'est une statistique qui vient de... Du Sébastien Cobb Institute. C'est in-house là, qui a fait une étude. Non mais on s'en rend compte parce qu'on a des magasins en propre, etc. Et en plus c'est les nôtres. Et on voit que le chemin est encore long, mais tant mieux. Et c'est ce que vous disiez, c'est une vraie victoire. Ça veut dire qu'on a réussi aussi le job, le design et l'esthétique, je dirais. Et juste pour répondre quand même sur Macron, nous on envoie de paires à personne, donc les gens les achètent et on ne contrôle pas qui achète nos chaussures. Voilà. On a reçu un chèque de Brigitte Macron. Sans discount. La livraison. Ouais, c'est très bien. Mais voilà, c'est un client comme un autre. Et c'est vrai que lui, il s'est beaucoup affiché en Véja, mais nous, je connais mon goût pour les politiques. Oui, je sais que tu n'as pas de t-shirt en marche, mais voilà. Voilà, nous, on retweet pas, on s'englorifie pas. La troisième On a les clients qu'on mérite. La troisième était peut-être pour toi, Christophe. Comment est-ce que tu conseillerais aux gens de communiquer sur la transparence, sachant qu'évidemment ils ne sont pas parfaits? Est-ce qu'il faut assumer ses défauts, mettre en avant uniquement ses qualités? Comment est-ce qu'on fait sur l'angle, c'était ça ta question, c'était comment est-ce qu'on communique en termes de ton? Et comment on assume le fait de communiquer sur ses imperfections et pas que sur ce qui est joli. Je pense que ce que tu disais tout à l'heure, c'est assez juste. Je pense qu'il faut y mettre une certaine humilité. C'est sûr qu'à partir du moment où on est arrogant ou qu'on se met à afficher quelque chose de manière très investie, les gens vont prendre un malin plaisir à taper sur le défaut apparent, qui peut être sous-jacent. Donc oui, l'humilité, je pense que c'est important. D'ailleurs, c'est quelque chose que les gens avec qui je travaille, c'est quelque chose qui est pour moi très très important. Et puis d'y mettre du cœur, je crois, d'y mettre de l'envie, du cœur avant tout, de l'humain, je dirais, beaucoup d'humain, avoir envie de faire les choses. C'est déjà une belle intention que de vouloir montrer en tout cas je parle surtout pour des petites marques qui ont envie de s'exposer comme ça et d'y mettre le maximum de transparence et de bonne bienveillance et de bonne volonté. D'y mettre tout son cœur et ça se sent, je veux dire, quand le consommateur il n'est pas bête non plus, même si évidemment c'est très dur comme tu disais tout à l'heure à déchiffrer, il y a tellement d'infos, la filière est tellement complexe à comprendre, je veux dire le processus opérationnel il est tellement long et il passe par tellement d'étapes que c'est compliqué de s'y plonger, de l'assimiler. Mais en tout cas, si déjà vous montrez un producteur local qui élève ses moutons, je sais pas, là, il y a la transhumance à Nîmes bientôt là, qui va se faire avec toute une race qui est relancée locale de moutons depuis une dizaine d'années en France. Bon, c'est exceptionnel, c'est que du bonheur, je veux dire, et à tous les niveaux. Tu parlais de la soie tout à l'heure, ou non, c'est toi, je sais plus, c'est toi qui parlais de la soie, je crois, avec l'Inde. Il y a plein de choses, d'aller voir des producteurs locaux, des gens sur le terrain, toujours le terrain, de montrer du terrain. Je pense que ça, c'est une bonne chose déjà, montrer de l'humain, du terrain. C'est compliqué pour les grosses. Je rebondirais parce qu'aujourd'hui les gros sont quand même les mêmes modes de communication que les petites marques. Vraiment Instagram c'est un très bon vecteur de communication, même au travers des stories ou autres. Enfin, tu parlais d'humilité, mais je voulais citer Jojo parce que donc Rémi est cofondateur d'une marque qui est là et qui est d'ailleurs client Fairly Made, mais qui monte une marque de caleçons et qui est
plein d'autodérision et qui justement communiquent sur arriver de manière très complexée. Bon, là on parle du consommateur final, mais je pense que c'est quelque chose d'important aussi pour les marques d'utiliser ce volet peut-être de la story qui est un petit peu moins codifié que ce qu'on a aujourd'hui, qui pourra en tout cas permettre de prendre les premières températures sur comment va réagir le consommateur sur tel ou tel sujet. C'est des modes de communication qui sont peu chers, qui mobilisent des petites équipes et qui au moins permettent déjà de faire un peu des tests and proof de ce qu'ils ont à montrer. Excusez-moi pour les anglicismes. La suivante, je sens bien Madeline sur la pédagogie, entre tous les critères évidemment pour les consommateurs, c'est compliqué de faire l'arbitrage entre le circuit court, la valeur ajoutée environnementale, Effectivement, il y a le premier problème, c'est que la catastrophe écologique humaine aussi, en termes d'accroissement des inégalités à laquelle on a à faire face, elle dépasse notre entendement. En tant qu'humain, on n'a jamais été confronté à un défi de cette taille-là. Et donc, nous ne croyons pas ce que nous savons. Intellectuellement, on peut avoir toutes les informations, on peut lire le Monde diplomatique tous les mois et s'informer partout et tout ça, mais à un moment, la conscience et l'appropriation de ces sujets, c'est quand même compliqué. Puis il y a certains sujets qui sont techniques, donc c'est pas toujours très simple. Donc ça, c'est le premier élément. Donc après, sur l'action, vu l'ampleur de la situation, il est évident qu'on ne peut pas continuer avec l'économie linéaire. Produire toujours plus, vendre toujours plus, consommer toujours plus, jeter toujours plus. Puisque c'est un modèle qui réussit quand on produit plus et qu'on consomme plus et qu'on jette plus. Donc, il faut passer à l'économie circulaire. Et donc ça, c'est compliqué à expliquer, puisque ça veut dire qu'on change un modèle économique, on change les business models, on parle plus presque de chaîne de valeur, mais de cercle de valeur. C'est-à-dire qu'on reconnecte un certain nombre de choses, donc on éco-conçoit évidemment, on maîtrise ce qu'on a dit sur la traçabilité, etc. On va nouer de nouvelles relations avec les consommateurs, dans lesquelles s'inscrit la dimension d'information, de communauté. Tout à l'heure, il y avait la marque Patine qui en parlait justement, qu'elle concevait ça comme une communauté, qu'elle voyait tout l'intérêt au quotidien d'avoir cette relation-là. Et puis, on utilise des matières, on va transformer des déchets, qui ne sont pas simplement des déchets textiles, en une matière première pour refaire du textile, parce qu'aujourd'hui, la situation est telle qu'on ne peut pas se contenter simplement de réduire nos impacts, mais qu'on va devoir réparer par tous les moyens. C'est-à-dire tout ce qu'on va faire, à développer comme activité, à investir, ce sera pour réparer. Alors d'une certaine manière, quand on réduit les inégalités, on répare. Alors, quand on donne du travail bien payé à des gens, quelque part, on répare parce qu'on réduit les inégalités. Et puis quand on produit en faisant un mode de production qui est renouvelable, agricole qui est renouvelable, qui entretient, qui fait de l'agroforesterie, qui entretient les milieux naturels, c'est une façon aussi de réparer. Il y a plein d'exemples, champs, machin, voilà, je pourrais vous en parler des exemples. Et donc comment on communique là-dessus? Moi je pense que chaque marque va le faire différemment. Comment on le fait? Je pense que c'est la dimension de la désirabilité, c'est-à-dire que c'est là où la transparence confronte la désirabilité. C'est-à-dire que, en gros, ce que j'essaie de vous dire là, c'est que donner toutes les infos, autant qu'elles soient vérifiées, sincères et tout ça, on n'est pas des juges, enfin, je le dis un peu violemment, mais on n'est pas des juges, quoi. Moi, je suis pas auditrice, et puis on va pas sur le terrain. Tout le monde l'a dit ici. Il faut être sur le terrain, il faut avoir des gens sur le terrain. Donc du coup, je pense qu'à un moment, c'est un compromis entre essayer d'avoir le plus d'informations en tant que marque, dans sa responsabilité de savoir tout ce qu'on fait, comment on le fait, d'essayer de le partager au mieux, et en fonction de son identité, de le faire aussi pour garder cette désirabilité de la mode. Et je dirais juste une dernière chose, c'est que je pense que la désirabilité des produits de mode, elle ira de plus en plus vers l'histoire des produits. Cette question parce qu'on achète un produit de mode pas pour ses qualités intrinsèques uniquement, c'est pour ce qu'il raconte de nous-mêmes, parce que ce produit, il incarne une histoire liée à la création, liée à la façon dont j'ai envie de me présenter aux autres, le message non-verbal que j'ai envie de passer, etc., de toute l'histoire. Le vêtement a toujours été un support culturel. Et donc on va continuer là-dessus, et de plus en plus, j'espère qu'on disposera de plus en plus d'offres, parce qu'aujourd'hui il y a 8% alors c'est l'Institut français de la mode, il y a 8% d'offres de mode responsable aujourd'hui en France, et il y a des attentes consommateurs qui semblent beaucoup plus importantes, auxquelles répond une partie, pour partie continuera à répondre le seconda, mais pas seulement. Donc il y a tout un vivier, plein de choses qui peuvent se passer. Mais voilà, donc c'est un compromis, je n'ai pas de réponse toute faite, je pense que c'est un compromis entre disposer des informations et communiquer tout en créant cette désirabilité et ce partage culturel. Il en restait deux, mais je vous ai vu. Sur la valeur courte. Oui, sur les circuits courts. Donc pour te répondre sur la partie sourcing européen,
Nous, aujourd'hui, on a toujours réfléchi en filière. Donc, le sourcing Fairly Made existe de par la matière première. Donc, pour l'Europe, aujourd'hui, l'or n'est pas là parce qu'elle était avec des biquettes mohair hier pour justement le peignage et la tonte des chèvres. D'ailleurs, donc, il y aura une jolie story sur l'Instagram Fairly Made. Mais donc oui, on réfléchit en filière. Donc s'il y a de la matière première exploitable pour les marques avec lesquelles on travaille, dans une logique de bon sens, à savoir aussi un filateur à proximité, un tisseur qui sera disponible également, on le fera. Par exemple, cette communauté-là qui travaille justement dans le sud-ouest à côté d'Agen et qui élève ces chèvres-là, le fil, ils n'arrivent pas à le traiter en France. Il n'y a plus de filateur qui sait traiter correctement leur fil aujourd'hui. Donc ils ont un filateur en Italie avec lequel ils travaillent. Ils sont contents, mais bon, en même temps, il y a des défauts. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la réalité aujourd'hui de l'Europe, c'est que les savoir-faire aussi industriels ont été beaucoup délocalisés. Donc, ouais, c'est génial que beaucoup de marques se penchent dessus. C'est déjà très bien d'avoir de la confection. Il faut maintenir la confection en Europe parce que si ça part, ce sera aussi beaucoup de pertes. Mais donc voilà. Je pense que ça a plutôt tendance à revenir. Voilà, exactement. On voit avec le Portugal qui commence même à être saturé. Énorme, ouais. Et ça revient aussi grâce aux machines, parce que c'est vrai que ce qui coûte cher en Europe, c'est la main-d'œuvre. Donc sur de l'industrialisation, notamment je pense aux tisseurs qui sont vraiment beaucoup d'usines équipées, ça va permettre grâce à de l'investissement. Donc moi j'encourage la levée de fonds justement sur des outils industriels pour que ça se réindustrialise aussi en France, en Europe, et que là on arrive à reconstruire un vrai tissu industriel qui fasse sens avec les matières premières qui existent aussi en Europe. Et ça rejoint aussi la circularité, parce que ce qui existe avant tout en Europe, c'est de la très belle matière de seconde main qui va pouvoir être valorisée dans des circuits. Et ça, il faut encore apprendre à bien défilocher les matières pour avoir un beau fil qui soit bien conservé en termes de grade de qualité. Parce que si on traite mal ces belles matières, on risque de ne pas arriver à engranger la deuxième vie de ces vêtements-là. Donc il y a la recherche. Tu vas lire l'article de The Conversation qui s'intitule « Le jour où Bayer Monsanto deviendra Bicorp », qui montre que le statut est peut-être pas aussi restrictif qu'il voulait l'être. Vous êtes Bicorp, vous allez l'être de... Non, on est Bicorp, oui. On a commencé il y a... Vous êtes content? On est content, mais en fait c'est pas tellement le label en tant que tel qui est intéressant dans Bicorp, c'est plutôt les questions, parce qu'on est obligé de répondre à 280 ou 300 questions, et du coup on est un peu mis à nu quand même face à des questions. Et nous, c'est vrai qu'on est très fiers de ce qu'on fait et de ce qu'on a fait toutes ces années sur le travail, sur la fabrication, sur les filières et tout. Et puis on s'est retrouvé face à des questions où on n'était pas forcément hyper à l'aise, pas à l'aise en tout cas, où on n'avait rien à dire de particulièrement intéressant. On n'avait même pas réfléchi sur les questions de genre, par exemple. Non, c'est pas de genre, c'est plutôt par exemple le congé paternité. Voilà, congé paternité. Et c'est en répondant à Bicorp. Non, mais on a des salariés en France et au Brésil. En France, c'est 11 jours, au Brésil, c'est 12 jours. Alors qu'on est allé au-delà de la loi plein de fois. Pas au-delà, je ne vais pas franchir la ligne. Un peu, ça va, ça va. Non, on devance la loi, bien souvent. Sur les congés paternité, par exemple, c'est un truc auquel nous, on n'avait jamais réfléchi, et alors que c'est peut-être un des actes les plus féministes qu'on puisse faire, c'est-à-dire éduquer les pères dès le départ à avoir 3 mois, 4 mois, 5 mois de congé paternité pour remplir aussi ce rôle-là auprès d'un nouveau-né dont tu peux nous parler toi en ce moment même. Voilà. J'ai repris le boulot la semaine dernière, j'ai pris mes 3 mois, mais ça me concerne moi. Allez, il est 6h, donc on va faire des questions courtes, réponses courtes. Il y en avait une là, il y en avait 2 là. Ouais, alors malheureusement j'en ai 2, donc je vais quand même les tenter. Oui, bien sûr. Je vais répondre à celle que vous préférez. La première, c'est selon vous, après la mode et l'alimentation, quel va être le prochain secteur pour lequel la transparence va être archi nécessaire? Et ma deuxième question, alors là c'est plus à titre perso, j'ai le sentiment que la transparence a de l'intérêt parce qu'elle apporte une valeur sur certains modes de production qui du coup ont un prix qui est largement supérieur aux autres. Est-ce que du coup il faut renoncer en fait à avoir des vêtements en dessous de 100 € quand on veut qu'ils soient bien produits? Il faut renoncer vraiment à ce truc de le vêtement pas cher, ça a été ok pendant 50 ans et maintenant il faut l'enterrer quoi. Attends, elles sont bien? Enfin, 100 € ça paraît quand même élevé pour un t-shirt par exemple. Oui, elles sont très bien, je veux juste frustrer personne. Allez. Bonjour, moi je suis publicitaire, je suis un peu publicitaire repenti, donc du coup j'ai toujours un système de défense quand j'entends une marque communiquer et s'adresser à moi. Et donc la question que je voulais
C'était le fait qu'une marque comme Veja, il y en a d'autres, se proclame autant transparente. Est-ce que c'est pas déjà une démarche marketing? Donc c'est la façon cynique de voir les choses. Et la façon très optimiste de voir les choses, c'est est-ce que vous n'êtes pas plutôt complètement précurseur et dans un futur plus ou moins lointain, ça va devenir une norme, pas seulement une norme pour les consommateurs, mais même une norme légale, que toutes les marques sont obligées par la législation d'être transparentes et éthiques et responsables. Bonjour, moi j'ai deux questions. J'en ai une sur, au tout début de Veja, vous parliez de remonter les filières. Une basket est composée de beaucoup de matières, différentes matières, et donc en fait remonter toutes ces filières prennent du temps et c'est assez complexe. Est-ce qu'au tout début de Veja, vous avez lancé votre première basket avec certains composants dont vous étiez serein sur justement la traçabilité de ces matières et d'autres non? J'imagine que votre basket a évolué en 15 ans. Quelle a été votre première basket et comment elle est composée? Et la deuxième question, c'est par rapport à toutes vos convictions et vos valeurs, est-ce que vous aviez eu une stratégie de distribution particulière au tout début de Veja? Je frustre personne, on arrête après, ou il y avait une toute dernière question? Allez-y. Le Transparency Index de Fashion Revolution a eu les deux majeurs qui ont pris le plus de points. C'était Adidas et Reebok avec 144 points sur 250. Je voudrais savoir si vous avez envie de les battre avec votre marque de basket, parce que c'est un nouveau défait que c'est les baskets qui ont plus de transparence apparemment selon Fashion Revolution. Je crois que déjà il est pas dedans. Déjà il n'est pas. Oui, mais ça se fait chaque année. Parce qu'il y a pas mal d'autres où on les bat. Oui. Il y a pas mal d'autres indices, indicateurs. C'est juste, ça serait cool de vous voir l'année prochaine battre Adidas. Et allez-y les dernières. Oui, il y a le fameux devoir de vigilance qui est sorti il y a quelques mois. Est-ce que vous pensez que ça va pousser justement à plus de traçabilité et donc de transparence, ou est-ce que vous pensez que c'est un coût législatif mais que ça n'aura pas forcément d'impact? Et moi j'ai une question, est-ce que vous pensez que le développement durable, la responsabilité sociale, l'éco-responsabilité est réservé uniquement aux marques de petite taille? Et est-ce que vous auriez des conseils à donner à des marques de plus grande ampleur? Comment est-ce qu'elles peuvent gérer cette transformation quand ce n'est pas ancré dans l'ADN de marque initialement? Comment du coup on va vers cette responsabilité progressivement? On peut commencer par la dernière. Ce que tu avais répondu avec Galeries Lafayette, c'est que pour l'instant, tu n'as pas encore beaucoup de... C'est quand même beaucoup plus facile d'être vertueux dès le départ que de tout déconstruire quand tu as déjà des process forward. Je pense que Christophe est confronté aussi beaucoup à ça. Nous, on arrive vraiment au moment de la faisabilité, c'est-à-dire que les équipes se sont déjà un peu mobilisées et se sont dit « Ok, on va le faire ». Souvent, pour te répondre, ça passe par des capsules, enfin en tout cas je réponds pour le secteur de la mode, ça passe par un changement de sourcing sur une matière phare qui est généralement composante de leur best-seller sur lequel ils sont sûrs de ne pas avoir de baisse de vente, même s'ils augmentent de 1 euro le prix du t-shirt. Je pense à des gens qui n'étaient pas du tout green et qui le sont toujours pas à 100%, mais qui tendent vers ce genre de démarche. Moi, je vais répondre en fait à ta question qui va permettre de répondre aussi à une partie d'une autre question. À savoir si vous êtes dans une démarche marketing ou si vous êtes des précurseurs. C'était sur les 100% du composant. Ouais, voilà. En fait, nous on nous pose souvent la question, mais en grandissant, est-ce que vous n'êtes pas un peu moins éthique? Et en fait, alors pour nous qui sommes nés comme ça, en fait, le fait de grandir nous permet d'avoir plus de ressources et donc d'aller plus loin. Et donc, quand on a commencé, on s'est intéressé à 2 produits qui étaient les composants majoritaires de la basket qu'on avait envie de faire. C'est une basket en toile, donc on s'est intéressé au coton et à la semelle, donc au caoutchouc. Donc on a remonté les filières. C'était long, mais c'était pas non plus interminable. On a mis 3 mois, 4 mois pour visiter des producteurs de caoutchouc, des producteurs de coton, leur expliquer ce qu'on voulait faire, trouver un fileur, un tisseur, une usine. Bon, c'était quand même relativement rapide, quoi. C'était pas non plus, on n'a pas réinventé
une fusée, quoi. Donc, après, le truc s'est un peu complexifié avec d'autres matières qui sont rentrées, mais au fil du temps. Et c'est justement en étant une entreprise un peu plus costaud, en ayant plus d'équipes, on est capable d'aller un peu plus loin, d'aller trouver du polyester recyclé, d'aller trouver des matériaux vegan comme le faux cuir qu'on a lancé il n'y a pas longtemps. Enfin voilà, tout ça, c'est parce qu'on représente aussi pour une usine, on a un petit peu plus de pouvoir de négociation. Pour un fabricant, on existe, on pèse un peu plus lourd. Donc au contraire, en gagnant de la taille, on améliore notre note environnementale. Si on notait de façon environnementale nos produits, elle serait meilleure au fil des ans. L'autre question corollaire était sur votre distribution au départ. Est-ce que vous vous êtes tout de suite dit on veut aller chez Foot Locker? Parce que je vous y vois assez peu au fond. Non, mais on a tout de suite voulu aller là où les autres marques de basket étaient. Donc on s'est tout de suite comparé à des marques existantes, grand public, donc Nike, Adidas. On n'a pas voulu ni aller avec le luxe, ni avec que des produits écologiques, quoi. On a voulu être dans une distribution plutôt qualitative. Alors après, elle a évolué au fil des ans, mais c'était tout de suite, on savait à peu près. C'est là où on allait s'acheter des baskets, quoi, en tant que consommateur. Camille, peut-être, parce que sur la question est-ce que Veja c'est une démarche marketing ou est-ce qu'ils sont précurseurs et que ça deviendra une norme, pourquoi pas une norme légale? Tu étais comme ça, donc tu avais l'air au taquet. Ben non, mais ça fait écho aussi à la question sur le devoir de vigilance. Je pense qu'aujourd'hui, les lois vont permettre aux marques d'être obligées de le faire et peut-être qu'on doit en passer par là. Mais oui, en tout cas, je trouve que... Attends, pardon, c'était... La démarche marketing. Oui, non, la démarche marketing. Oui, j'écris comme un goré. La démarche marketing, c'est un petit peu autre chose, mais pour moi, c'est hyper important d'avoir ce genre de loi qui se met aussi en place pour faire bouger les lignes. Et ensuite, la démarche marketing, comme le disait Majlouine, ça doit venir dans un deuxième temps. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à faire en interne pour cleaner la plupart des choses. Et ensuite, vient cette couche de marketing ou de communication qui doit venir et sublimer ou expliquer correctement aux consommateurs ce qui a été bien fait et bien appliqué. Quelqu'un d'autre veut répondre sur le devoir de vigilance? Juste un mot, il y a un rapport qui a été effectué par les ONG, dont Éthique sur étiquette, pour dire voilà ce qu'a permis la loi, depuis 2 ans, la loi sur le devoir de vigilance. Donc il y a eu toute une présentation dont je ne vais pas revenir dans le détail. Ce qui est vrai, c'est qu'on voit que c'est compliqué, que les informations qui sont communiquées, pareil, c'est des rapports avec plein d'informations dedans et ça ne concerne pas que le textile en plus. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Moi je crois que la loi elle a un mérite, c'est qu'elle reconnaît qu'il y a un problème. Elle a dit il y a un gros problème sur la façon dont les entreprises, et notamment les grandes entreprises en France, travaillent avec des sous-traitants à l'étranger et on veut en savoir plus sur la façon dont elles le font. Donc ça c'est la base. Après c'est pas assorti d'âme, il n'y a pas de côté, comment on dit les sanctions. Il n'y a pas de sanctions, voilà. Donc c'est le bémol. Moi je crois que ça crée un état d'esprit quand même, parce qu'on s'attend à des évolutions réglementaires qui pourront aller dans ce sens-là. Donc ça peut être un argument aussi pour des entreprises qui veulent évoluer, pour convaincre aussi des dirigeants, il faut le faire, il faut y aller, il faut être plus traçable et tout ça. Et je voulais juste quand même faire un petit aparté, c'était par rapport à comment les entreprises se mettent en marche. Je trouve que c'est une question essentielle, c'est une question auquel on est confronté tout le temps, qui font du mass market, etc. C'est vrai c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il faut faire pause. Et essayer de sortir de sa bulle, aller voir ce qui se passe, ça c'est une évidence. Et après, je pense quand même que faire un état des lieux de là où on en est, essayer d'avoir une nouvelle vision d'avenir qui soit mieux corrélée aux enjeux du 21e siècle et passer du temps à ce temps d'idéation, c'est important. Et après, planifier, se donner des objectifs, etc. Et il y a un truc formidable, je vais faire de l'autopromo, mais pas tout à fait, puisque c'est aussi de la promo de Veja, parce qu'on a un moment, les Fashion Green Days, donc c'est le forum de la mode circulaire, qui ont lieu le 23 et 24 mai à Roubaix. Et donc on invite tous les acteurs de la filière à venir participer à 2 jours de conférences, 2 jours d'expo pour voir toutes les solutions de la mode circulaire, vendre moins mais mieux, produire moins mais mieux, etc. Donc Veja est partenaire, merci. Et donc c'est intéressant parce que c'est ces moments-là aussi qui peuvent être utiles pour une entreprise qui veut bouger, de voir comment elle peut s'y prendre concrètement. Il restait 2 toutes dernières questions, c'était est-ce qu'on peut être transparent et sans tabou sur une fringue à moins de 100 balles? C'était ça en vrai, ta question. Bah ouais, c'est un vrai coup en fait. Et du coup, est-ce qu'on est en train d'enterrer un mode de consommation qui est
ce qu'il faut voir déjà, c'est quel type de marque, parce qu'il y a de plus en plus de marques qui sont 100% digitales. On parlait tout à l'heure du wholesale. Je ne sais pas si vous faites un peu la différence de ça, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la vente en gros qui permet de vendre à des détaillants multimarques qui ont besoin d'un certain... avec des baskets si tu veux. Voilà, donc en gros, je dis, en général, pour faire vraiment un schéma assez classique, on va dire normalement, si la basket coûte 10 €, on va la vendre entre, allez, on va dire, ça dépend des marques, mais 20-25 € à des détaillants multimarques. On va prendre un chiffre simple, mettons 20 €, donc une marge à 2 pour la vente en gros. Et le détaillant multimarque, lui, qui achète, va la vendre 2,5, plus cher. Donc 20 fois 2,5, ça fait combien ça, on n'a qu'à prendre les vrais prix en fait. Voilà. Non mais je ne le connais pas le vrai prix. C'est 20 € prix d'achat, 40 € prix wholesale, 100 € au magasin. Voilà. Donc il y a de plus en plus de marques, on parlait d'Everline tout à l'heure, il y a de plus en plus de marques qui enlèvent cette étape wholesale, qui disent qu'on ne passera pas par le détaillant multimarque parce que ça coûte trop cher. Et on peut pas, en fait, il n'y a pas la place vu le coût du produit. Si on veut, le target, c'est-à-dire on adresse le produit au consommateur à tel prix, on ne pourra pas se permettre d'avoir l'ensemble de ce processus-là. Je pense à une marque comme 1083 par exemple, qui fait quasiment pas de wholesale, qui fait des jeans. Qui sont dans la rue, d'ailleurs. Exact. Et du coup, donc, mais pour le coup, oui, c'est un coût. Et ce qui est certain, c'est que faut déjà se poser la question. Oui, c'est sûr que s'il y a une volonté de la marque de parler de quelque chose d'éthique ou d'engagé, si le prix est très bas, oui, il faut se poser les bonnes questions. Ouais. Donc c'est pas possible d'acheter un t-shirt à 25 € en respectant les droits de l'homme, par exemple. Si, 25 €, ça semble pas trop mal. C'est plutôt quand c'est à 4 ou 5 € où il faut se poser les questions. Alors si, c'est possible. Après, ça dépend aussi de la répartition de la marge. Puis il y a un autre truc, aujourd'hui on peut faire des choses avec des robots par exemple. Une très grande marque peut se permettre des choses que pourra jamais se permettre une petite marque. Aujourd'hui on peut faire des choses très éthiques avec un robot. Et pour pas très cher. Les droits de l'humain. Par contre, faut qu'il reste... Je sais pas. Il lui pique son travail. Ah non, un humain va gérer 100 robots qui va générer 2 t-shirts de l'heure par robot. Et aujourd'hui, il faut savoir que les grandes marques ne fantasment et n'investissent que là-dessus. Que le futur, c'est de retirer l'humain. Je veux dire, on parle des Nike, etc. Quand on utilise beaucoup de systèmes robotisés, on retire de l'humain et donc du coup. Oui, mais du coup, tout le monde a les mêmes coûts, ce qui n'est pas forcément là où on veut aller. Enfin, on a explosé le timing, donc toutes les choses valent la même chose. On a explosé le timing, mais on avait une question de prospective qui était sympa. En un mot, quel est le prochain secteur que vous voyez être disrupté par cette notion de transparence? Celui qui me répond la banque ou la pharma est optimiste, mais pourquoi pas. Il y a la cosmétique déjà. Avant la mode, il y avait la cosmétique. Pour moi, il y a eu agroalimentaire, cosmétique, mode. Je suis assez d'accord pour la cosmétique. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Bonne soirée.